bonsoir et bienvenue à ce Café Patrimoine que nous organisons régulièrement maintenant depuis de nombreuses années maintenant. Merci aussi d'être venus aussi nombreux. Il est vrai que le thème interpelle beaucoup et surprend, parce que l'on sait que nous avons déjà eu quelques réactions par rapport au titre et au sujet que nous allons aborder ce soir, puisque beaucoup de gens sont un peu surpris par le fait que nous annoncions une destruction programmée des jardins albercains. Voilà. Donc nous avons évidemment, nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes une association de défense, donc nous ne faisons pas de l'événementiel, mais quand on écrit quelque chose, on le pèse et on regarde ce qu'il y a derrière. Et c'est donc Monique Mosser et Céline Chiou. Monique Mosser, qui est historienne des jardins, ingénieure de recherche au CNRS et spécialiste expert des jardins. Céline Chiou, qui est donc le président de l'association des Amis des Jardins et du Musée, vont venir vous expliquer un peu leur inquiétude par rapport au projet qui est en cours d'élaboration. Le permis de construire n'est pas encore déposé. Il est déposé, mais il n'est pas encore affiché. Il est affiché, mais il y a, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore les possibilités de recours. C'est ça que je voulais dire. Il est affiché, déposé, mais nous sommes encore dans la phase où nous allons pouvoir intervenir d'abord par un recours gracieux et, s'il nous faudra peut-être plus tard, par un recours contentieux. Donc je vais tout simplement arrêter d'en parler et leur laisser la parole directement. Je vous rappelle que le principe du Café Patrimoine, ce n'est pas la conférence, hein, c'est l'échange. Mais avant l'échange, on va d'abord laisser présenter et faire un état des lieux, et ensuite vous aurez la parole, et vous pourrez évidemment échanger les uns et les autres avec Nick et Céline. Voilà. Merci Pierre. Alors, on a prévu une intervention en 3 temps. Le premier temps, c'est de rappeler un peu, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent très bien ce lieu, mais rappeler son importance hein, à travers la figure d'Albert Kahn et l'importance du jardin dans la démarche philosophique, humaniste, hautement culturelle d'Albert Kahn. Le jardin, ce n'est pas simplement un jardin quelconque qui sert d'ornement à une maison, c'est une pièce centrale de tout un dispositif intellectuel de très haut vol. Et puis, dans un deuxième temps, très rapidement, j'évoquerai ce qui s'est passé depuis 2007. 2007, c'est la date de l'élection de M. Devedjian donc à la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine. Donc c'est le début du commencement de ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle. Donc il a fallu 7 ans pour que tout un mécanisme extrêmement pervers se mette en place et donne l'inquiétude à laquelle nous sommes confrontés. Et donc Tchébing viendra vous exposer à partir du permis de construire que nous avons longuement consulté à la mairie. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a pu toucher du doigt exactement les risques qu'on pouvait imaginer, mais jusqu'à maintenant, vous verrez que ça a été extrêmement difficile d'avoir des informations. Donc pourquoi nous sommes très inquiets. Alors, je ne vais pas aller vous dire trop de choses trop longues, mais ce que je souhaitais faire en toute objectivité, c'est de vous montrer à quel point les responsables du musée départemental Albert Kahn ont, depuis très longtemps, su rendre hommage à la figure exceptionnelle d'Albert Kahn. Il y a eu une magnifique exposition à l'époque où Jeanne Beausoleil était directrice du musée, en 1975. Il y a eu une magnifique exposition avec un énorme catalogue qui faisait un point sur toute l'œuvre d'Albert Kahn. Je vais simplement vous lire en diagonale un petit bout d'une notice, c'est juste pour vous rafraîchir un peu les idées. Albert Kahn, né le 3 mars 1860 à Marmoutier dans le Bas-Rhin. Sa famille relativement aisée appartient à une petite communauté de commerçants juifs. Son père Louis est marchand de bistrot. Sa mère meurt quand il est tout jeune. Donc il est l'aîné de 4 enfants et sa famille va vivre un très profond bouleversement quand, à l'issue de la guerre franco-allemande de 70, l'Alsace et une partie de la Lorraine vont être annexées à l'Empire allemand. Donc c'est quelque chose qui a une importance radicale dans sa vie. Et donc ils vont s'installer à Saint-Mihiel, dans la Meuse,
il va donc jusqu'à 16 ans étudier à Saverne, et donc il va s'installer à Paris à l'âge de 16 ans. Et sa vie professionnelle va débuter chez un confectionneur de la rue Montmartre. Donc on voit bien tout un cheminement de quelqu'un d'extrêmement assez modeste, mais qui, grâce à ses talents personnels, il va rentrer comme employé de banque dans la banque Gaucho, il va reprendre ses études, et c'est là où il va rencontrer Henri Bergson, qui va devenir son répétiteur. Donc on voit un très jeune homme de 18 ans, 20 ans, qui va devenir donc l'ami d'un des très très grands philosophes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, il va donc monter toutes sortes d'échelons à la banque Gaucho. Très tôt, on remarque ses talents, et il va très vite bâtir une fortune tout à fait importante en spéculant. On est à la fin du 19e siècle, hein, entre 89 et 93, sur les mines d'or, de diamants d'Afrique du Sud, et il va devenir un associé principal de cette banque, et il va très vite, en 98, créer sa propre banque d'affaires. Donc on voit cette espèce de grande aptitude d'Albert Kahn à comprendre tous les mécanismes de la finance, et donc à avoir assez vite à sa disposition une fortune tout à fait importante. Alors, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que cet homme, ce banquier, va consacrer de 1898, donc la date à laquelle il crée sa banque, à 1831, date à laquelle il va déposer son bilan, il va mettre toute sa vie et sa fortune au service d'un projet qui vise à la paix universelle. On a dit qu'il avait contribué à créer toute une série d'associations, d'actions, etc., qui ont débouché sur des créations tout à fait extraordinaires, entre autres ces fameuses archives de la planète. Les archives de la planète qui restent basées donc au Jardin Kahn, qui sont donc... il a eu la prescience que la photographie, que les films allaient pouvoir être un moyen d'enregistrer à un moment très très précis donc un état de la planète, en travaillant avec des géographes, avec des photographes professionnels de très haut vol. Et donc les archives de la planète, c'est 4000 plaques stéréoscopiques, 72 000 plaques autochromes, hein, ces fameuses premières photos en couleur, vous savez, à base de fécule de pommes de terre mis au point par les frères Lumière, qui sont des... Alors j'ai rapporté ici, on en verra quelques-unes dans le PowerPoint, ces magnifiques photos qui sont comme des tableaux impressionnistes, parce qu'on voit les petites fécules de pommes de terre qui donnent des touches de lumière magnifiques. Il y a 100 films en 35 mm, donc c'est vraiment l'origine du cinéma, avec des choses extraordinaires. Alors, à côté des archives de la planète, il va créer des bourses pour des jeunes géographes qu'il envoie autour du monde. Ça s'appelle d'ailleurs les bourses autour du monde, qu'il crée aussi en 1878. Il va créer aussi une société autour du monde, une chaire de géographie humaine qui va être donnée à Jean Brune, qui est un géographe qui va jouer un rôle tout à fait essentiel. Et puis, il va donc rassembler autour de lui régulièrement pour parler de ces problèmes liés à la planète. C'est ce que je vous disais, il a créé une espèce de proto-société des nations, hein, où il va inviter les grands intellectuels, les politiques, qui vont venir à Boulogne, se réunir pour discuter. Et par exemple, on a toutes sortes de photos qui montrent l'héritier du trône japonais. Albert Kahn a une grande admiration pour le Japon et pour la Chine. Et donc, il va recevoir le futur empereur du Japon et sa femme. Il va recevoir, on le verra tout à l'heure, le grand poète indien Rabindranath Tagore. Vont venir là des gens extrêmement importants, des grands penseurs, des grands économistes. Et donc, le jardin est quelque chose de très important dans son dispositif. Le jardin n'est pas ouvert au public. C'est un jardin qui reste privé. C'est un jardin où doit, au fond, se tenir ces rencontres, ces réunions. Et donc, il joue un rôle extrêmement important dans la pensée et l'œuvre d'Albert Kahn.
alors je vais vous dire 2-3 petites choses sur les jardins, et peut-être chez Bing, tu peux montrer des photos pour... alors, le jardin va être constitué, il s'installe à Boulogne parce que donc c'est un endroit où il y a déjà installé un certain nombre de grands banquiers à l'époque, entre autres les Rothschild, etc., c'est tout à fait un endroit prestigieux des environs, des proches environs de Paris. Il va constituer son domaine entre 1895 à peu près et 1910 en rachetant toute une série de parcelles. Et je tiens à le signaler, c'est qu'à l'heure actuelle, l'emprise du domaine a été conservée comme celle qu'il avait constituée dans sa vie. Il n'y a pas eu de suppression, de choses enlevées. Il reste la maison d'Albert Kahn et tout l'ensemble des jardins. Il n'y a pas un style dominant, mais il y a tout un ensemble de différents styles de jardins qui sont juxtaposés et aménagés d'une façon extrêmement subtile. Donc ce sont des lieux contrastés, mais qui, quand on s'y promène, quand on l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a des transitions extrêmement harmonieuses et cohérentes entre ces différentes scènes. Donc il y a 7 espaces distincts, un jardin français, dont on sait qu'il a demandé au Duchesne, qui étaient donc des grands paysagistes, qui sont parmi les restaurateurs du grand style à la française, la fin du siècle, qui vont restaurer Voltaire, Provence, etc., qui ont dû travailler là, et aussi au jardin anglais. Donc il y a le jardin français et le jardin anglais. Il y a le verger roseraie, qui est un lieu extrêmement intéressant. Vous pensez que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la roseraie est d'invention relativement récente. Il y a eu la roseraie de la Île-et-Roses créée par Édouard André quelques années avant, et il associe donc le goût de la collection des roses et aussi tout un savoir-faire botanique lié donc à la culture des plantes, enfin des fruitiers. Il y a le jardin anglais, et puis la forêt bleue, le marais, donc une zone humide, la prairie fleurie, la forêt dorée, un jardin japonais et alpin, et la forêt vosgienne. Alors la forêt vosgienne, je pense qu'il faut y assister tout spécialement, parce que c'est une évocation de sa mémoire d'enfance, ce fameux ravin des Vosges, qui s'inspire donc, qui est une scène sylvestre, pour lequel il va faire venir par trains spéciaux depuis les Vosges d'énormes blocs de grès, et aussi des grands arbres. Il y a tout un... très, très compliqué de ramener ces éléments pour créer ce paysage dans son jardin. Et on peut considérer que même si on a des noms de paysagistes, en fait, Albert Kahn est véritablement le créateur de ce jardin, auquel il accorde un soin personnel extrêmement intense. Et on conserve toutes les archives, toute la mémoire du jardin, tous les comptes, et donc on sait parfaitement comment il va agencer, choisir les végétaux à planter, être sans arrêt à côté de son chef jardinier Louis Picard, avec lequel il travaille. Donc on a quelques noms, je vous ai dit, de concepteurs, comme Eugène Denis, comme les frères, comme les Achille et Duchesne et son père Henri. On a aussi le nom, alors un des éléments aussi très très importants du jardin, c'est le jardin japonais. La mode du Japon est liée aux expositions universelles fin de siècle, et donc on sait que va intervenir un jardinier japonais qui va venir au moment d'une exposition universelle en 1889, c'est Wasuke Hata, qui travaille pour les Rothschild, pour Robert de Montesquieu, pour plusieurs jardins autour de Paris, et qui donc vient en 89 pour l'exposition universelle et qui va l'aider à constituer son jardin japonais. Donc il a aussi donc, une équipe de jardiniers remarquables, entre 12 et 20 hommes. On a tous les comptes, on sait parfaitement combien ils étaient payés. Donc 2 jardiniers japonais, Tataro et Oshiko Suzuki, qui sont recensés dans le dénombrement de la population de Boulogne. Donc on a énormément d'éléments extrêmement précis. Et cela relève aussi d'un investissement financier considérable.
Les moyens engagés pour la réalisation de la gestion du jardin indiquent, alors on a une allocation de 5 millions de francs pour la constitution du jardin, mais il est aussi question de 60 millions de francs, et Kahn explique quelque part qu'il aurait investi en tout dans l'aménagement de son jardin 140 millions de francs d'époque. C'est énormément d'argent, et ça veut dire à quel point il s'agit d'une œuvre essentielle. Parce qu'il ne s'agit pas d'éblouir le populace, il s'agit pas... C'est vraiment une œuvre qui joue ce rôle, je vous ai dit, de représentation, d'extériorisation, au fond, de tout son monde intérieur dans ce vaste projet humaniste, philosophique qui l'anime. Et donc, il fait intervenir, on a la liste des végétaux qu'il commande, donc on a le nom des grands établissements, des grands pépinières de l'époque, Tuileau, Moser, Le Monnier, etc. Et je voudrais terminer ma présentation pour dire que ce qui va se passer donc à la fin de la vie de Kahn, c'est qu'il se préoccupe extrêmement tôt du devenir de son jardin et qu'il anticipe sur la nécessité de le gérer après son décès. Son testament de 1909, alors qu'il meurt en 1940, l'explique déjà. Il préfère que son parc soit désaffecté plutôt qu'insuffisamment entretenu. Et bien sûr, l'objet de ses craintes va se concrétiser quand, en 1930, conséquence de la grande crise de 1929, le banquier est ruiné et ses biens immobiliers sont hypothéqués au profit de la nouvelle compagnie foncière et financière. Donc en 1932, ces biens sont saisis, divisés en lots, et ces événements auraient pu briser l'intégrité de son domaine. Mais c'est là que divers services publics, la mairie de Boulogne et le département de la Seine vont multiplier leurs interventions, donc on est dans 1934, en insistant sur l'intérêt de conserver ce patrimoine rare. Une de nos amies, fort inquiète des événements actuels, a retrouvé récemment, donc dans les papiers officiels, l'instruction d'une demande du département auprès de la commission des monuments naturels et des sites, c'est comme ça qu'on appelait la commission à l'époque, donc d'une demande de classement datée du 6 décembre 1934. Donc vous voyez qu'il y a eu un projet de protection en 1934. Et malheureusement, l'instance a été ouverte par le ministre de l'Éducation nationale, mais la nouvelle compagnie foncière et financière va réussir à faire échouer ce projet de protection pour pouvoir agir à sa guise et vendre le domaine. Cependant, le domaine sera acheté le 26 mars 1936 par le département de la Seine, qui envisage, et ça c'est dit en toutes lettres dans les documents d'époque, de faire du jardin de Boulogne un conservatoire du jardinage pour poursuivre et confirmer l'image encore valable de nos jours d'un jardin exceptionnel, tant au niveau artistique que botanique. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que ce lieu hautement patrimonial, hautement historique, n'est protégé ni en tant que site, ni en tant que monument historique, ce qui est un parfait scandale, simplement parce que le département a toujours refusé, dans les dernières années, toute protection. Je présente très rapidement le deuxième thème, qui est l'histoire du projet. Il commence le 1er juin 2007, lorsque Patrick Devedjian succède à Nicolas Sarkozy à la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine. Ce dernier manifeste très tôt son intérêt pour l'art japonais, puisque dès les mois qui suivent, le bruit court qu'il est question de transformer la forêt vosgienne des jardins Kahn en vaste jardin zen. Je renvoie, pour comprendre l'inquiétude qui saisit alors les amis du jardin, à un très bel article écrit par Roland Recht, membre de l'Institut et professeur au Collège de France, le 14 décembre 2007 dans le Journal des Arts, qui l'intitule sobrement « La deuxième mort d'Albert Kahn ». Donc on est en fin 2007. Et Roland Recht dit, il rappelle les archives de la planète, mémoire vivante de la cinquantaine de pays visités par ses opérateurs entre 1910 et 1931, les 72 000 photographies couleurs et les 180 000 mètres de film. Voilà ce qu'il dit. Tout cela n'a, semble-t-il, plus beaucoup d'intérêt aux yeux des politiques. Aujourd'hui, cela fait ringard.
Cela ne rapporte pas suffisamment d'argent. Et après tout, un élu, une fois élu, n'acquiert-il pas tous les droits, y compris celui d'attenter à la mémoire des grandes figures du passé, à leur penser à leur œuvre, alors qu'elles devraient, ces figures, lui inspirer un peu de modestie et lui dicter moins d'arrogance. Demain, il y aura à la place de cet ensemble unique un immense jardin japonais, rehaussé de boutiques pour attirer le chaland et sans doute bien d'autres fleurons de l'animation culturelle. Nous étions en 2007. Que s'est-il passé entre 2007 et 2010? Je n'en sais rien. Mais le projet mégalo-maniaco-japonisant n'a pas cessé de grandir et je veux ici en être un témoin. Puisque le 14 juin 2010, M. Devedjian m'a adressé cette lettre à propos de la mise en place d'un comité d'experts annonçant une première réunion le 21 juin 2010. Ce comité d'experts réunissait 5 personnes, l'ambassadeur du Japon, représenté par son attaché culturel, M. Olivier Archambault, géographe, professeur à Paris 8, président de la Société des explorateurs et voyageurs français, M. Jean-Paul Gandolfo, professeur à l'École nationale Louis Lumière, spécialiste des premiers procédés de la photographie couleur, et Mme Jeanne Kobi, ethnologue spécialiste du Japon. Nous avons eu le droit à un très bon déjeuner dans le jardin d'hiver. On nous a expliqué que nous allions être réunis 3 fois pour accompagner l'équipe de programmation qui avait été choisie sur concours, équipe de programmation de la société Orwatt Canopé basée à Bruxelles, qui devait, dans les 6 mois, élaborer un projet de programmation. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de ce comité scientifique chargé d'accompagner la programmation. J'ai téléphoné pour en être sûr alors pas à l'ambassadeur du Japon, mais à M. Jean-Paul Gandolfo et à M. Archambault hier et aujourd'hui. Ils m'ont confirmé tous les deux n'avoir plus jamais eu la moindre information sur ce comité. C'est ce que j'appelle de l'enfumage politique et scientifique. On fait croire qu'il y a un comité qui suit une programmation, il ne se passe rien et tout se fait en cachette, n'importe comment. Et j'estime que tout ce temps, une programmation a été élaborée par des gens qui ne connaissaient rien, qui déboulaient complètement dans un lieu où ils n'avaient jamais mis les pieds et qui ont simplement répondu à des demandes de mètres carrés de programmation quelconque, muséale, etc. Donc voilà. Alors, la dernière information, donc je pense que la société n'a pas rendu, comme il était prévu, son projet de programmation fin 2010 parce que c'était très compliqué. Ils n'arrivaient pas à coincer les mètres carrés nécessaires dans les espaces prévus. Donc ils ont rendu ça seulement, je crois, fin 2011. Et c'est là qu'a été lancé donc, le courant 2011, le concours d'architecture. Donc le concours de maîtrise d'œuvre s'est fait en 2 stades. Stade d'esquisse avec candidature ouverte, lancé le 25 juillet 2011, avec dépôt limite des candidatures pour le 3 octobre 2011. Le jury s'est tenu le 8 mars 2012, a agréé 68 candidatures sur 92 candidatures. Et donc la phase finale a eu lieu, du concours a eu lieu, qui avait retenu 5 finalistes, a eu lieu le 29 octobre 2012, concours au terme duquel a été désignée l'agence japonaise Kenzokuma. Je pense qu'il est temps de donner la parole à Chebing pour qu'il nous parle du projet déposé par cette agence. Nous avons été informés donc de ce projet et très rapidement nous avons adressé en décembre 2012 une lettre à M. Devedjian pour, en qualité de l'association des amis du musée, pour participer aux travaux de réflexion sur ce projet. Donc évidemment nous n'avons eu aucune réponse et toujours extrêmement inquiet, le 3 juillet 2013, nous avons adressé de nouveau une lettre à M. Devedjian et demandant que ce projet nous soit présenté. Alors, il
y a eu deux brochures qui ont été éditées par le Conseil général des Hauts-de-Seine. La première brochure date donc de janvier 2013 et il y a une image qui est quand même extrêmement interpellante, qui est l'image présentée à la couverture de cette brochure, c'est-à-dire on voit la façade arrière du nouveau musée, c'est-à-dire la façade avant c'est la façade sud qui donne sur la rue du Port, et la façade arrière c'est la façade qui donne sur le jardin anglais et japonais, et nous voyons que le traitement de l'espace qui est situé donc, là où il y a le jardin japonais et le jardin anglais, c'est une grande pelouse. Donc c'est quand même assez interpellant. Alors soit le paysagiste n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, donc il a simplement jugé bon de faire figurer de l'espace vert, comme on dit, ou de la salade, ou il considère que ça va faire... Voilà, donc c'est une image qui nous a vraiment interpellés et qui a fait que nous avons manifesté notre inquiétude auprès du Conseil général donc, des Hauts-de-Seine. Voici quelques images extraits de ce document. Monsieur Kouma, l'architecte, lauréat de ce concours, base tout son travail, en tout cas une partie importante de son travail, c'est ce qui est en relation directe avec le jardin, par ce qu'on appelle un engawa, c'est-à-dire une espace de transition entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Donc vous avez la définition donnée par M. Kouma donc, sur ce objet qui s'appelle le engawa. On en reparlera ultérieurement. Ensuite, nous avons eu une présentation donc, de ce avant-projet. C'est un avant-projet. Et il est très difficile d'obtenir des documents. Donc nous n'avons absolument pas réussi à obtenir quelques documents de ce soir. Donc, lors de la présentation, nous avons exprimé le souhait. Un certain nombre d'images sont montrées. Ces images sont extrêmement trompeuses. Il y a des rendus, des perspectives. Bon, moi, je suis moi-même architecte, donc je sais qu'on peut parfaitement manipuler un petit peu les choses pour que les images apparaissent plus grandes, plus petites, etc., etc. En tout cas, il y a notamment la façade, et on a l'impression que, par exemple, qu'on voit ici, la première image, on a l'impression que ce pan est incliné, permet de monter sur le toit, alors que c'est un pan qui est totalement vertical. Et j'en ai parlé donc, lorsque ce projet a été présenté à l'hôtel de la préfecture à Nanterre. Monsieur de Vergent lui-même a connu effectivement les images sont trompeuses. Et on dit, écoutez, pour comment dire, apaiser les inquiétudes des personnes intéressées par ce projet, par le devenir du musée, etc., est-ce qu'il est possible de prendre connaissance plus en avant du projet? Pas de problème, on va vous adresser tous les documents. Et quelques temps après, n'ayant toujours rien reçu, nous avons fait un courrier à M. Duvergent demandant, répétant un peu les différents éléments et nous demandons de nous communiquer un certain nombre de plans qui nous permettent donc d'étudier ce projet et pas de plan, donc fin de nos recevoir. Donc après, il y a donc le dépôt de permis de construire et nous revenons, nous sommes un peu têtus, nous revenons à la charge et M. Devergent, par son cabinet, je ne sais pas, c'est le service de la culture, nous dit voilà, on va vous présenter le permis de construire. Donc effectivement, nous sommes un certain nombre du bureau et également de membres de l'association. Plusieurs personnes sont parmi nous ce soir. Et il était une équipe d'une dizaine de personnes, effectivement, les parcs et jardins, le service de la culture. Il y a aussi des représentants de l'agence de l'architecte, l'agence du paysagiste, qui nous a donc une pile comme ça de documents où déjà un permis de construire c'est conséquent et pour un bâtiment de quelques quand même, je crois que c'est 3 000 m², je ne me souviens plus de la superficie, 3 000 m², donc c'est quand même quelque chose. Même je pense qu'au sein de la mairie de Boulogne, pour instruire le dossier, ils ont mis 2 mois, donc c'est pas en 1 heure et demie que nous pouvons prendre connaissance de ce dossier. Donc on a posé quelques questions et voilà, c'est toujours un flou extrêmement artistique. On nous donne des informations qu'on veut nous donner, bien sûr,
Donc ce n'est vraiment que lorsque le permis de construire a été délivré, donc c'est-à-dire fin août 2021, voilà, tout à l'heure on va avoir la date exacte, que nous avons pu nous rendre à la mairie de Boulogne, au service d'urbanisme. Donc si vous souhaitez, vous pouvez parfaitement vous rendre à la mairie de Boulogne pour prendre connaissance de ce document, de ce dossier, que notamment, avec bien sûr tous les plans, nous allons demander quelques tirailles, donc vous pouvez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Également donc tout un dossier de perspective, de rendu, etc. Et également deux documents extrêmement intéressants, extrêmement importants, je pense, qui est le parti paysager de l'agence Puma, donc, qui décrit un petit peu les interventions, notamment sur Ngawa, etc. Et le document donc, portant la notice portant parti paysager de M. Michel Desvignes. Et c'est là que nous avons pris vraiment pleine mesure de nos craintes, et ces craintes vont bien au-delà de nos inquiétudes. On peut peut-être voir quelques images de donc ce grand bâtiment qui est... donc la démolition a commencé. Donc les bâtiments périphériques bordant la rue du Port et qui se retournent vers la rue des Abondances, ce qui est le cas ici. Hein, la démolition a déjà débuté et quelqu'un tout à l'heure me disait qui habitait vraiment à proximité me disait que ça allait à grande vitesse. Donc c'est ce grand bâtiment qui est fait d'aluminium et de bois, surtout d'aluminium, qui va remplacer donc cette entrée de ville. Là, vous avez ce grand bâtiment que personnellement je trouve vraiment d'une très très grande agressivité qui donne donc sur cette place Rhin et Danube. Et moi je me souviens, bon, je vais bientôt avoir 60 ans, donc quand j'étais je suis en première année d'architecture, la première chose qu'on m'a appris c'est se méfier des gestes d'architecte. Et je ne vois pas comment on peut appeler ceci, sinon que d'imposer ou de s'imposer sans tenir compte de l'environnement, de l'intégration, etc. Voilà, donc ça c'est le jardin zen. Alors, heureusement, on n'a pas eu le jardin zen qui allait remplacer la forêt vosgienne, mais néanmoins, donc il y a un petit jardin zen qui est censé être la vitrine. Mais par contre, je ne vois pas comment ce jardin zen peut être la vitrine et le lien qui va relier la rue du Port avec puisque c'est censé attirer le regard, mais vu que sur le côté vous avez un grand mur dont vous allez voir tout à l'heure, je ne vois pas comment il y a cette transparence. On m'a parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises de transparence, en disant qu'il y a transparence dans le traitement du dossier alors qu'on a le plus grand mal à obtenir quelques documents que ce soit, et aussi de cette transparence physique entre la rue du Port et le nouveau musée que nous allons, qui va être construit. Pas nous allons, parce que j'y participe. Voilà aussi la façade nord donc, de l'extension du musée. Il faut savoir qu'il y a un mur actuel qui sépare les parcelles qui donnent sur la rue du Port et le jardin anglais et le jardin japonais. Donc c'est un mur qui existe, qui est du temps d'Aberplan, donc il y a 100 ans d'existence, donc un mur qui est vraiment implanté. Et ce jardin, donc c'est pas très grand, bien sûr c'est 4 hectares, c'est énorme. Pour mais 4 hectares c'est quand même pas très très important, donc il y a une fragile osmose qui s'était établie et la démolition de ce mur va certainement impacter énormément sur l'écologie, l'hydrologie, enfin, etc. Et on va démolir ce mur, c'est déjà en cours, pas totalement en cours, mais la palissade est déjà mise en place, et on va installer à la place, à partir de ce mur, on va implanter une bande de 4,50 m qui va être l'Engara, le fameux Engara. C'est un mot magique qui permet de solutionner tous les problèmes de transition entre espace intérieur et espace extérieur. Voilà donc le grand phasage, mais bon voilà donc le permis de démolir et le permis de construire qui sont affichés. Donc ça a été affiché le 3 septembre, donc nous avons 2 mois pour agir. Jusqu'au 3 novembre. Jusqu'au 3 novembre, voilà. Voilà la notice portant partie architecturale de Puma et Associates Europe. Donc voilà toujours cette façade qui donne sur Rhin et Danube. Voilà le fameux mur. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le site, il y a ce que moi j'ai appelé le boulodrome. Bon, c'est un espace qui est tout en longueur, un petit espace d'introduction qui est quand même avec du bambou, avec quelques arbres. Donc ça va être démoli puisque le PLU a été modifié
pour que, puisque M. Kouma, malgré qu'il a été bien précisé que ce terrain est non edificandi, il a quand même utilisé. Donc, comme M. de Vergent voulait un architecte japonais, et que par le plus grand des hasards, c'est un architecte japonais qui est sorti, donc on a introduit une solution pour rendre cette parcelle de terrain constructible pour que M. Kouma, alors que les 4 autres, bien sûr, ont respecté de ne pas utiliser cette parcelle. Voilà donc ce qui va être construit, donc ce grand mur de, je ne sais pas, il doit faire il y a 3 mètres de haut, donc qui va être transparent, voilà, transparent, et qui va faire la liaison entre la rue du Port et le nouveau musée. Peut-être que notre inquiétude a interpellé un petit peu, donc ce n'est plus totalement une pelouse, je ne sais pas si c'est vraiment une vue, on m'a dit que oui, moi je ne le vois pas très bien où ça se trouve. Voilà donc la façade arrière et l'espace qui est sur le jardin anglais. Voilà les interventions prévues, donc vous avez reconnu donc, tout à fait ici. Ça ne marche pas très bien la flèche, elle est un peu difficile à se mettre en place. Donc en bas à droite, vous avez donc le grand bâtiment donc, qui est appelé E2. Alors tous les bâtiments, alors que ce sont des fabriques, ce sont des états quand même assez intéressants, prennent des noms à des bâtiments. Voilà, donc il y a 9 bâtiments, dont le Palmarium, hein, qui est ici. La maison d'Albert Kahn et la partie qui n'est pas inclue dans le projet, donc qui comprend la maison d'Albert Kahn qui a été restaurée à grands frais et qui est ouverte maintenant pour notamment les entretiens d'Albert Kahn et effectivement quelques événements mondains, etc. Et vous avez des logements de fonction. Hein, que l'on a encore, et notamment dans ce qu'on appelle le ravois, c'est ici, hein, vous avez la salle de projection, mais derrière et au-dessus, vous avez encore des logements de fonction. Je dirai le nom de ceux qui y habitent. Le Palmarium qui est là, et on va voir quelques images. Voilà. Est-ce que tu veux donner une lecture de... Alors, on va voir quelques images, et j'ai incorporé quelques images de je vous lirai juste des morceaux choisis de la prose de M. Desvignes, que j'ai appelé l'Attila de Langawa. Donc, alors voilà, le rôle de MDP, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, relève donc d'un méticuleux travail de restauration. Je pense qu'il faudrait savoir, lui apprendre ce qu'est la restauration, et de mise en valeur du patrimoine existant, de mitigation, il faudrait lui apprendre le français aussi, de mitigation d'impact et de transition humble et subtile. Il dit qu'il 4 fois qu'il est humble. MDP effectue les propositions suivantes selon plusieurs principes développés en sa fonction de sa vision du paysage, mais aussi de sa perception du jardin. Comme si ce monsieur nous intéressait en tant qu'auteur. Bon. Alors, il nous dit, en effet, si les aménagements proposés doivent accompagner la rénovation, voire la création de certains éléments architecturaux au sein du jardin, ils doivent assumer, voire dans certains cas, transcender leur rôle sur le domaine. Donc, il est question de transcendance. C'est ainsi que l'aménagement paysager aura une qualité propre, lui donnant toute légitimité sur ce site historique. Alors, vous voyez le galimatien entre la restauration, la transcendance, la légitimité. Nous en avons des tartines entières. Alors, il coupe quand même 40 arbres. Les arbres qui pourront être conservés le seront, tandis que quelques arbustes ornementaux viendront éclairer ce sous-bois de leur feuillage. Le nivellement du terrain nouvellement créé, donc il change complètement les niveaux, induira une zone légèrement plus humide au centre du jardin qui deviendra le point d'orgue de cet espace. Cette zone sera plantée d'iris japonais et autres plantes adaptées au milieu. Tout ça ne vient de nulle part, d'aucune étude préalable. Quand on lit le projet paysager, on a l'impression qu'il intervient dans un terrain vague où il n'y a jamais rien eu. Il n'est jamais question d'aucune des scènes que je vous ai décrites. Nous sommes dans un no man's land où un grand artiste vient lâcher ses œuvres. Alors là, c'est là où ça se gâte un peu, c'est autour du nouveau musée, donc le bâtiment CH. Sur cette zone, les propositions de MDP restent humbles et se contentent d'accompagner les transformations proposées par KKA. KKA, c'est l'architecte. Ainsi, certains chemins devront être en partie renivelés de manière à offrir une accessibilité PMR au bâtiment via les hangawa. Alors les aménagements, une partie de la pelouse est remplacée par des couvre-sols et des sous-bois.
Un banc sera disposé le long de l'Angawa, dans la perspective de la roseraie, donnant ainsi à voir le spectacle du jardin à la française. Il change toutes les vues. On ne tient absolument pas compte de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de toutes les transitions extrêmement subtiles mises en place et qui sont encore visibles entre les différents lieux. Aux alentours du Palmarium, il s'agit d'un accompagnement de travaux. Alors là, on a un Angawa de 100 mètres carrés. Un peu plus loin, il y en a un autre. C'est des machins en bois de 150 mètres carrés. Donc le jardin va être en grande partie complètement phagocyté par ces espèces de trucs en bois suspendus au-dessus de rien, parce qu'il faut faire passer aussi des gens à mobilité restreinte. Donc on est confronté à des vrais problèmes. Et donc voilà devant le bâtiment, cette zone étant fortement impactée par les travaux liés à la création d'un nouveau bâtiment pour le musée, les aménagements proposés par MDP sont plus conséquents. Une zone de 4,50 m de largeur à partir de l'actuel mur d'enceinte étant nécessaire aux manœuvres des engins lors de la construction du futur bâtiment, E2, ainsi qu'à l'installation du futur Angawa, les arbres et les arbustes trouvant dans cette zone devront être abattus. Donc, en fait, il faut penser qu'il y a une bande de 4,50 m, le long, alors par rapport au mur qui existe à l'heure actuelle, qui va disparaître sur tout le jardin anglais et sur tout le jardin japonais. Ça veut dire que la moitié du jardin japonais tel qu'il est va disparaître. Alors, j'ai envoyé un espion pendant les journées du patrimoine, à qui on distribuait au bas peuple qui venait des informations. Et alors il a demandé quand même comment ça allait se passer. Et on lui a dit qu'on allait encapsuler le jardin et qu'il n'y aurait pas d'impact. Alors, je ne sais pas ce que c'est encapsuler un jardin. Si quelques-uns d'entre vous savent comment on encapsule des arbres, des arbustes, etc. Mais donc d'un côté... enclavé. Non, rien du tout, on n'encapsule pas les jardins. Et donc, le problème est qu'on se fout du monde, on coupe les arbres, on replante n'importe quoi, et on nous dit que le jardin va être préservé. Donc, on est vraiment confronté à quelque chose d'extrêmement inquiétant, non seulement à l'endroit de l'impact du nouveau musée, dont on va creuser des fondations très profondes, puisqu'il y a des garages. Nous sommes en zone inondable. Hein. Vous savez qu'on est dans une zone inondable. Et donc, il est dit quelque part d'ailleurs que dans le texte, qu'en cas d'inondation, ça pourra servir de réserve pour les eaux, donc les voitures flotter. Et donc, le grand problème est que tous ces travaux qui vont avoir lieu dans les 9 bâtiments, or, si vous connaissez le jardin, les cheminements sont des cheminements extrêmement étroits pour une seule personne. Quand vous vous promenez dans la prairie humide ou quand vous montez vers dans différents endroits, ce sont des tout petits chemins. Donc, ils vont faire passer toutes leurs machines qui vont entièrement tout péter. Hein. Donc, on ne sait rien. On a posé des questions, ils n'ont jamais répondu là-dessus. Et donc, il est tout à fait à craindre que non seulement les travaux, les creusements, change radicalement l'écologie des sols. Hein. Vous savez qu'un jardin, ça n'est pas seulement ce qu'on voit. Hein. Le jardin, c'est tout l'invisible qui est sous le niveau des sols. Là où il y a les racines des arbres, là où il y a l'équilibre eau-terre, etc. Tout ça risque d'être très, très, très violemment perturbé sur l'ensemble des 4 hectares. Parce que même si on creuse qu'à un endroit, tout qui existe depuis plus d'un siècle et effectivement risque d'être impacté. Donc on est confronté à quelque chose d'une très grande violence, hein, et qui visiblement, quand on lit ce texte, n'a pas été pris en compte. Ce texte, c'est vraiment n'importe quoi, c'est écrit sur un coin de table en ne posant aucun problème essentiel. On n'est que dans le visuel, avec 3 indications de plantes vaguement japonaises, mais c'est tout sauf un vrai projet. Hein. J'ai travaillé pendant 25 ans avec un certain nombre de paysagistes, Gilles Clément, Pascal Crivier. Je sais ce qu'est vraiment la création d'un jardin et la difficulté que ça pose. Et là, on est dans de l'ornementation de l'œuvre de M. Kumar. On n'est pas du tout dans un projet digne de ce nom-là, en plus dans une emprise historique, hein, qui est niée par excellence dans la manière de ne pas prendre en compte. Hein. Donc on a vraiment beaucoup de soucis à se faire. Monsieur Delville est certainement un très grand paysagiste qui est intervenu de manière internationale sur d'énormes projets avec des très grands architectes.
À ma connaissance, nous avons posé la question lorsque l'équipe est venue avec le Conseil général des Hauts-de-Seine. Nous avons posé la question aux représentants, les deux représentants de l'agence de M. Devine. Est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques expériences de vos interventions dans des jardins historiques ou patrimoniaux? Ah oui, oui, bien sûr. Moi, personnellement, je n'ai pas connaissance d'intervention de M. Devine sur des jardins historiques, sur des jardins patrimoniaux. L'année dernière, c'était une rencontre entre le nôtre, lorsque Courageux a été apporté un prix. M. Devine est monté sur l'estrade et il a félicité M. Courageux parce que pendant les 4 ans qu'il est intervenu à niveau des paysages, il a félicité que jamais pendant ces 4 années d'enseignement, le mot jardin n'a été prononcé. N'a été prononcé. Il a félicité M. Courageux pour ce fait, pour ce espoir. Voilà. Qui est en train d'être déjà, qu'on est en train de mettre en place, donc la photo date d'il y a 2-3 jours. Là, vous voyez le cours d'eau et comment ça va se passer pour cette fameuse bande de 4 mètres d'Engawa qui va longer le jardin anglais. Le palmarium va être impacté puisque l'Engawa, donc, qui est un dispositif japonais, là, va être partout dans le jardin. Il va entourer le palmarium. Voilà une photo dans le jardin français. On va avoir un Engawa qui va entourer le palmarium. Voilà, je termine sur cette image en espérant que... On a toujours... En Chine, on dit qu'un lieu est habité, on dit que c'est un lieu qui possède l'esprit. On appelle ça génie des lieux. Oui, l'esprit des lieux. C'est autre chose encore. C'est-à-dire qu'il n'est pas neutre, il est vivant, il est animé par l'esprit. Je ne sais pas comment ça se dit au japonais, hein, mais en espérant que peut-être certains grands esprits veuillent bien encore régner sur ce jardin. Alors je vais vous lire pour terminer, parce que un petit texte que je sors du livre de Pascal de Blinière, qui est un très beau livre qui s'appelle Albert Kahn, Les jardins d'une idée. Pascal de Blinière est un poète qui est mort en 1996 et qui s'appelle, que j'appelle Le Petit Pont Rouge. Alors c'est un peu long, mais vous verrez, le texte le mérite. Osez le petit pont rouge, vous êtes au milieu de votre vie. Il est midi, voyez le ciel qui est bleu, regardez les nuages pommelés traversés par le soleil qui embrasse les jardins. Le soleil vrille le cœur de la rose, poudre de lumière envahissante, la chaleur épanouit le champ. Vous êtes le centre de l'univers, chaque frémissement de feuilles, chaque pépiment d'oiseau, le retournement vif de la carpe dans la rivière passe par vous. Souvenez-vous de vos enfances, souhaitez que vos enfants vous succèdent ici. Osez le pont qui fut sacré, dans cette histoire que vous prolongez, osez le pont que franchissaient des hommes en prière, d'une rive à l'autre, de l'univers du royaume de la nuit vers celui de la lumière. Enjambez le cours de votre destinée, aimez l'humanité, celle qui est votre mémoire, celle que vous nourrissez, celle qui vous suit. Ayez un pied dans le passé, un autre dans l'avenir, et votre conscience pour vous. Les bambous engendrent-ils les traits du pinceau? Les libellules emportent-elles de l'indigo sur leurs ailes? L'arbre a-t-il jamais froid? D'autres questions encore? Il y a plusieurs voies. Tous les goûts sont dans la nature. Si vous avez eu ces croyances, abandonnez-les. Il y a une porte étroite de jardin, et son oui n'est pas celui que l'on choisit. Osez l'idée qui était pour les autres, le bien comme une denrée inaccessible. Soyez heureux dans ce monde, à la mesure de votre force. Soyez fort à la mesure de votre appétit de l'honneur. Vous vivez la première seconde du premier jour. Vous êtes les fiancés de la création. Est-ce que votre association ou une autre a songé à redemander l'inscription de classement du jardin? Voilà, alors oui. Oui, merci de m'appeler. Non, on va vous expliquer. Non, mais moi c'était la même question. C'était tout à l'heure, vous avez dit on va vous dire ce qu'on a fait. Voilà. Et donc, ce que vous avez fait par rapport à l'administration. Est-ce qu'il y a un instant? Chez Big a les lettres. Donc nous avons écrit. Alors, nous avons écrit à 2 reprises. Nous avons écrit une première fois, le janvier 2014, à Philippe Martin, donc, qui était ministre de l'Environnement, et à Madame Aurélie Filippetti,
nous avons eu 2 retours de lettres. La lettre type qu'on renvoie à toutes les Nous associations. vous remercions d'attirer notre attention et nous transmettons cette lettre au service concerné. Lettre qui a été signée par les 3 associations, hein, donc celle de Pierre, la SMEPFP et donc L'architecte du bâtiment de France en charge du secteur, c'était complètement aux ordres. Il est complètement aux ordres, oui. Il a même un surnom, j'ai oublié, parce qu'il a un peu de De toute façon, c'était pas protégé. Pardon. Vous parlez de M. Bédilin? Oui. Voilà, exactement. Alors, sur quelle base est-ce qu'il Et nous avons, alors je termine si vous permettez, et nous avons, avec le remaniement ministériel, nous avons réadressé au mois de septembre le courrier remis À l'ordre du à l'ordre du jour à Madame Ségolène Royal et à Madame Fleur Pellerin. Et pour l'instant, nous attendons une réponse éventuelle. Nous avons demandé aux 2 ministres aux 2 ministresses de la culture successives, nous avons rappelé qu'il y avait eu un précédent en 1990 au jardin de Serres de la Madone. Les jardins de Serres de la Madone sont un très beau jardin de Menton qui avait été racheté par une promotrice, je ne sais pas comment on dit au féminin. Et donc, les jardins étaient extrêmement menacés, mais à quelques jours près. Et Jacques Lang a classé, pour l'unique fois de toute l'histoire des protections, un jardin donc d'office. Vous savez ce qu'est un classement d'office, c'est rarissime. C'est le ministre qui décide de son propre chef, sans passer par les commissions ad hoc à tous les niveaux, qu'il y a danger. Et donc, un jardin, dans l'histoire des jardins, a été classé d'un très bon endroit, qui a été repris par le conservateur du littoral, qui a été très bien restauré et que vous pouvez aller visiter à l'heure actuelle, avec des collections. C'est un jardin très intéressant parce qu'il a été créé par un anglo-américain, Lawrence Johnston, qui a fait un des jardins les plus célèbres et les plus visités en Angleterre, qui s'appelle Heathcote Manor, qui a 300 000 visiteurs par an, géré par le National Trust. Et le National Trust, horrifié de voir que l'autre jardin de Lawrence Johnston, qui servait de jardin d'acclimatation, puisqu'il fait venir des plantes d'Asie avant de les amener en Angleterre, s'était proposé à faire de ce jardin une enclave anglaise en France. Et je pense que c'est ça qui avait amené le ministre français à prendre cette décision. Donc on a un précédent qu'on a rappelé. Pour ce qui est des protections sites, donc nous avons fait cette découverte de la protection engagée en 1934, ce qui est quand même le désir de protection en 1934. Et nous savons aussi qu'il y avait eu au sein du ministère de l'Environnement, en 2006, une demande qui émanait du ministre d'essayer de voir dans chaque département des lieux extrêmement essentiels qui n'étaient pas protégés sites. Et étaient remontés des Hauts-de-Seine 2 lieux, le Jardin Cannes et la Grande Perspective de Meudon. Et cette liste, au niveau de la France, a été, le comité ad hoc, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, a réitéré la demande en 2011. Donc on sait que ce lieu mérite protection, puisque par 2 fois, c'est passé dans des listes devant des commissions. Voilà, donc on a rappelé aussi au ministre de l'Environnement ses précédents pour dire qu'il serait temps que les services qui étaient attentifs à l'importance de ce lieu puissent arriver à des avis positifs. Est-ce que vous pouvez parler fort parce que vous entendez? Je vais parler fort. Oui. Bonsoir messieurs, dames, je m'appelle Olivier Dortu, je fais partie de l'association du Paris historique. J'ai écouté avec attention votre présentation et je vous en remercie de l'avoir faite. Je pense néanmoins, et c'est une question que je pose à l'assistance, est-ce que parmi vous, ou parmi nous, on va dire, y a-t-il quelqu'un qui représente dans cette pièce le musée et ou le département concerné par vos graves accusations? C'est très important parce qu'on ne peut pas faire, pour éclaircir un débat, que les procès à charge. Il faut également que l'autre partie puisse s'exprimer. Donc je demande, si quelqu'un représente le musée Albert Kahn, s'il souhaite parler, qu'il s'exprime. Moi je me suis rendu au musée Albert Kahn cet après-midi. J'ai vu la maquette, vous n'en avez pas parlé, c'est bien dommage. Elle est fausse. Elle est totalement fausse. Mais au moins, vous pouvez dire qu'il y a une maquette de présenter. Oui, il y a même eu 2 maquettes. Aux gens qui le souhaitent,
qui s'appelle Rénovation Albert Kahn. Et je l'ai présenté aux gens. Je l'ai fait mettre sur la table. Il y en a là sur la table, monsieur. D'accord. Je peux répondre à la première question, monsieur. Je suis là parce que j'ai une amie qui travaille à Albert Kahn et qui n'a pas le droit d'être là. Parce qu'on a interdit au personnel d'Albert Kahn d'assister à cette Je parlais d'un représentant du musée. D'accord. Ça Je peut vais déjà finir mon intervention rapidement. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir les deux parties qui puissent s'exprimer lors d'une conversation entre gens de bonne compagnie. Je comprends qu'il y a des choses qui n'aillent pas. Donc j'ai vu l'avancement des travaux, je suis allé dans le jardin, j'ai regardé la maquette, vous me dites qu'elle est fausse, pourquoi pas, mais il fallait nous l'indiquer. Et je pense qu'il faudrait essayer de trouver une solution d'entente pour que ce projet, qui est remarquable, parce que ce nouveau bâtiment va permettre de, d'après ce que j'ai compris, vous me direz si je me trompe, de présenter la collection d'Albert Kahn dans de bien meilleures conditions qu'actuellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas de parti pris pour l'un ou pour l'autre projet. Le projet de présenter mieux les collections d'Albert Kahn, c'est, je pense, quelque chose d'assez remarquable. On n'a pas dit le contraire. Hein. C'est exactement On n'a pas ce dit le contraire. Le projet, simplement, c'est la programmation qui est nulle et qui n'est ni faite ni à faire. Parce qu'elle a été faite en tenant absolument pas compte de l'impact que ça allait avoir sur un lieu historique, c'est tout. C'est pour ça que j'ai parlé de la programmation. Est-ce que vous avez pensé à inviter à cette réunion on va pas faire quelqu'un du musée d'Albert Kahn? Monsieur, je vous dis, elle vous l'a dit, je connais parfaitement un nombre, 3 ou 4 personnes qui travaillent dans le musée, règne une atmosphère de terreur absolue dans ce lieu où personne n'a le droit de s'exprimer. Et ça, je le dis solennellement. Voilà. Je pense que de temps en temps, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Parce que c'est quand même très grave ce qui se passe là-bas. Et je précise, je réponds à monsieur. Nous n'avons jamais dit autre chose que nous sommes extrêmement heureux que vous pouvez prendre connaissance des lettres que nous avons adressées à monsieur Deverjean. Nous avons toujours affirmé par écrit, oralement, à chaque présentation, les 2 présentations, c'est-à-dire avec monsieur Deverjean en novembre 2013 et au mois de juillet 2014 par madame Valérie Pernès, directrice du musée, en présence d'une forte délégation du conseil général, du personnel du musée, etc., etc. Nous avons toujours affirmé que nous sommes extrêmement heureux de ce projet ambitieux qui permet, et je l'ai encore dit tout à l'heure, que ce projet permet de déployer les collections du musée pour que le personnel puisse travailler dans des conditions décentes. Moi, j'ai travaillé j'ai participé, je n'ai pas travaillé puisque moi je suis architecte donc profession libérale, mais quand même je travaillais pendant une dizaine d'années en étroite collaboration avec le musée Kahn sur un certain nombre de projets, et je peux vous assurer que parfois l'été c'était torride. On suait, il n'y a pas d'autre mot. Donc je suis extrêmement heureux que l'on restructure ces bâtiments, qu'on les rénove pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et j'ai toujours dit, ce qui nous inquiète, c'est la mise en œuvre de ce projet. Alors, en ce qui concerne, nous sommes en étroite relation jusqu'à une date relativement récente. C'est-à-dire, moi, quand on est venu me chercher pour cette association, moi j'ai toujours dit, je suis certain qu'à un moment, à un autre, nous allons entrer en conflit avec le musée parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu antinomiques. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que la première question, en quelque sorte, c'est est-ce que ce jardin est patrimonial? Est-ce que ce jardin est historique? Est-ce que ce jardin est patrimonial? Peut-être, on me dit que le conseil général, M. Deverjean, sont persuadés que c'est patrimonial. Mais le problème, c'est que les 2 maîtres d'œuvre, enfin le maître d'œuvre et le paysagiste qui lui est associé, semblent, en tout cas, d'après ce que j'ai pu en lire, ne le mentionnent pas. Puisque le nom d'Albert Kahn, le mot patrimoine, à aucun moment n'est mentionné. Donc je me pose des questions. Et quand je vois, c'est-à-dire, normalement, si c'est un jardin patrimonial, s'il s'agit de restauration,
Je crois qu'il y a la charte d'Athènes qui existe, la charte et de Florence. Non, la charte d'Athènes d'abord, et puis la charte de Florence ensuite, qui existe. Donc, quand on intervient dans un lieu patrimonial, il y a un certain nombre de prescriptions à respecter. Il me semble que ce n'est pas le cas. Donc, je suis inquiet. Et nous avons toujours dit notre inquiétude vis-à-vis du Conseil général pour qu'on puisse lever ces inquiétudes. Et jusqu'à présent, tout ce que nous avons pu constater vis-à-vis des réponses que nous avons, ou de nos réponses que nous avons du Conseil général, c'est que, voilà. J'aurais voulu intervenir, enfin vous demander si vous aviez eu aussi accès au programme du musée. Parce que vous dites, il faut présenter les collections, c'est vrai que les espaces sont assez étroits. Que je sache, les collections d'Albert Kahn, ce ne sont pas des collections qui sont présentables. On peut tirer des photos, faire des expositions, mais je suis conservateur du patrimoine, je sais pertinemment que ce type de collection, il faut des magasins très sécurisés et excellents, mais faut-il des espaces aussi importants que ceux qui sont conçus? Vous l'avez évoqué en parlant d'un restaurant, etc. Mais ça paraît un peu étonnant qu'on fasse un bâtiment aussi grand pour qui n'a pas lieu de faire autre chose que des expositions temporaires. Et puis pourquoi on n'a pas récupéré la maison d'Albert Kahn que de présenter les collections d'Albert Kahn. J'ai jamais vu qu'on exposait des films ou des plaques de verre. Mais pourquoi avoir exclu aussi le bâtiment qui abritait la maison d'Albert Kahn de l'ensemble des bâtiments qu'on pouvait réutiliser? Là, il y a une aberration totale. C'est quand même le cœur de l'œuvre, la maison d'Albert Kahn. Pour moi, pour Monique, je pense que pour un certain nombre de personnes, c'est quand même le cœur des dispositifs que certaines maisons d'Albert Kahn. Alors pour ce qui est, moi j'ai entendu dire qu'on souhaite renforcer la collection d'Albert Kahn par un certain nombre d'acquisitions. Alors est-ce que c'est à cause de ceci? Oui. Bon, tout d'abord, je reprends quelques éléments de ce qui ont été dit. Jacques Dauphin, Île-de-France en environnement. C'est vrai qu'il ne faut pas opposer patrimoine culturel et patrimoine naturel. Il est évident que le bâtiment peut faire partie d'un patrimoine aussi, qu'il ne faut pas l'opposer au naturel. Mais je ne me fais pas l'avocat du diable. Hein. Je regarde, j'essaye de regarder un peu de haut. Bon, je veux dire, ce qui frappe dans le projet, de l'extérieur, c'est la masse énorme sur la place Rhin-Danube. Comment on va intégrer cette masse-là, on la voit de près ou de loin, ça c'est effectivement tout à fait surprenant. Maintenant, on est peut-être loin du problème du jardin. Hein. C'est deux problèmes qui sont un peu différents. C'est quand même un aspect du dossier. Après, bon, est-ce qu'on a besoin du restaurant? Probablement pas. Hein. Je veux dire, de même, pourquoi ne pas utiliser la maison d'Albert Kahn? Il y a quand même des éléments dans ce dossier-là qui posent question. Les parkings souterrains pour le personnel, Boulogne est bien servi par le métro, par le tram. On ne voit pas pourquoi il y a besoin de parkings souterrains. On devrait pouvoir exiger, obtenir qu'ils soient supprimés, parce que ça, ils vont agresser le jardin, ils vont l'altérer. Bon, après, il y a des réponses qui ne sont pas bonnes, qui sont apportées par l'étude paysagère au niveau de la scène anglaise, de la destruction du mur. Là, il y a quelque chose à revoir, à améliorer. Alors après, si on regarde plus sur un autre versant, bon, c'est vrai que par rapport aux 4 hectares des jardins, on n'a pas une énorme surface qui est agressée. C'est une petite surface. C'est plutôt l'impact de cette petite surface qui est significatif, mais ce n'est pas la surface elle-même, c'est l'objet. Le choix d'Anne Gavois, le choix de le parti d'aménagement, c'est effectivement un parti de relier les différents bâtiments entre eux qui amène le paysagiste à faire des modelés. Bon, les courbes de niveau que j'ai pu regarder sur les plans sont bien sûr très exagérées, mais on comprend bien l'idée. Elle est cohérente. Hein, elle est cohérente. Je ne défends pas le projet, j'essaye simplement de regarder d'un peu plus extérieur. Qu'est-ce que je peux dire encore? Approche transparente des bâtiments par rapport au jardin. La vue qu'on a au milieu, en bas, n'est pas
pas forcément la plus choquante, hein, je veux dire. Bon, ça, je m'arrête là sur les remarques d'analyse de dossier. Et sur la conclusion, bon, on a évoqué l'instance de classement. À tout moment, le ministère de l'écologie peut faire une instance de classement. Ça peut aller très vite. Simplement, le ministère n'est pas motivé. Je ne vous dévoilerai pas mes sources, mais le ministère n'est absolument pas motivé sur ce dossier-là. Et si la commune ou les communes ne sont pas motivées, il est encore moins motivé. Donc ça, c'est l'état d'esprit du ministère en ce moment. Après, je veux dire, il y a deux possibilités, campagne de presse et contentieux, et probablement les deux. Donc voilà simplement ce que je voulais dire, sans en dévoiler plus sur mes différentes casquettes. Peut-être une petite précision, je dirais, c'est un projet ambitieux. Il faut peut-être se poser aussi la question de le nombre de visiteurs admissibles sur ce site extrêmement fragile. C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet usine à touristes qu'on a voulu mettre en place pour attirer de plus en plus de visiteurs, alors que déjà en semaine, ça va encore, mais le samedi et le dimanche, c'est impraticable. Impraticable. Alors, est-ce que ce jardin est en mesure d'accueillir davantage de visiteurs? Je pense que la question mérite d'être posée. Sur l'Ingawa aussi, je me pose une question. C'est-à-dire, actuellement, il y a certaines parties qui ne sont pas accessibles. Enfin, pas accessibles dans le sens que les visiteurs respectent, ne vont pas spontanément sur les pelouses. Enfin, voilà. Il y a quand même des gens qui vont, il y a des agents qui font qu'ils se retirent. Quand on va mettre en place ces rampes, ces passerelles, ces Ngawa, ça veut dire qu'on crée un passage. Donc les gens vont l'emprunter. Toujours me référant à la notice. On ne met pas de garde-corps pour des raisons esthétiques. Ça veut dire que la personne qui passe sur ces passerelles peut tout moment descendre. Donc ça veut dire qu'on apporte des nuisances potentielles sur des endroits où on n'accédait pas. 40 cm quand même. 40 cm, vous savez. Oui. Voilà. Moi, je me pose des questions. Non, pour moi, le plus important, c'est qu'on introduit dans un espace qui a une globalité, un ensemble, on introduit des éléments disparates sans aucun lien avec l'esprit des lieux dont on a parlé tout à l'heure. Sans raison et sans lien avec l'esprit des lieux. Parce que la raison, on peut toujours en trouver une à la limite, c'est pas le problème, mais sans lien avec l'esprit des lieux. Ça me paraît beaucoup plus grave. Et je voudrais prendre l'exemple du jardin japonais de l'UNESCO. Je ne sais pas si certains d'ici connaissent le jardin japonais qui est à l'UNESCO. Quand l'UNESCO a été construite, on a fait appel à un paysagiste japonais, très en renom à l'époque, dont le nom m'échappe totalement. C'est toujours un des plus grands paysagistes de l'histoire du Japon. Merci, Monique. Et donc ce jardin japonais était en même temps extrêmement petit. C'est vraiment un endroit, c'est grand à peu près comme la pièce, hein, grosso modo, peut-être le double, mais voilà, c'est vraiment très petit comme jardin, comme espace. Mais un endroit absolument délicieux et intemporel, extraordinaire. Et il y a une dizaine d'années, l'UNESCO a été réhabilité en grande partie, un certain nombre d'erreurs ont été faites dans le bâtiment, sur un certain nombre d'endroits, et on a fait appel à un autre japonais pour revisiter, si on peut dire, ce jardin. Et ça a été catastrophique, car il a fait quelque chose qui est ni japonais, ni occidental, qui est une espèce de mélange, vous savez, comme le fooding mondial, quoi. Hein, on est dans une espèce de sacrétisme mondial, une espèce de fusion, qui n'a plus aucun sens. Et d'un espace absolument délicieux, on a fait un espace anodin. Et c'est exactement ce que je crains effectivement dans ce projet. Et non seulement ça, mais je m'étonne que Michel Devine ait répondu à cet appel d'offres
car ce n'est pas sa spécialité. Sa spécialité est la jonction entre l'urbanisme et la nature. C'est vraiment sa spécialité, c'est de faire cette espèce de jonction dans des espaces vastes, des paysages d'un côté urbain, de l'autre côté agricole, et avec des entre-deux, justement, des entre-deux, mais végétalisés et en même temps avec des cheminements. On est dans un autre monde, absolument dans un autre monde, et il sort... Une autre échelle, surtout. Une autre échelle, oui, absolument. Et visiblement, il n'a pas su s'adapter. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est tout à fait désolant de voir quelqu'un de grand talent par ailleurs en arriver à faire de telles erreurs. Et ça, je trouve que ça doit être dénoncé effectivement aussi, parce que il n'y a pas de raison pour ne pas montrer du doigt une erreur de quelqu'un qui par ailleurs sait faire des choses très bien. Je vais faire le lien avec ce que vient de dire Madame. J'ai deux choses différentes. La première, il ne me répondait pas non spontanément. Est-ce qu'il ne faut pas scinder le problème en deux, c'est-à-dire le musée et les jardins, ce qui signifierait éventuellement le musée ailleurs, à côté, dans un terrain à côté qui serait à vendre, ou ailleurs, je ne sais pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il ne me dit pas non plus, Madame a parlé de l'UNESCO. Est-ce que vous avez parlé de ce problème à Icomos? Parce que... on est à Icomos. Je représente la France depuis 30 ans à la commission internationale scientifique, patrimoine, paysage culturel. Donc, bien évidemment, on en a parlé. On a demandé à la présidente d'écrire une lettre au ministre, donc à Monica Luengo d'écrire au ministre. Ok. Vous m'avez donné. Ça peut toujours faire un papier de plus dans un dossier. Non, mais c'est la fonction un peu universaliste non, mais je sais. Donc, de manière concrète, en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quelles sont les possibilités? C'est ce qui a été soulevé là tout à l'heure. Il y a donc Nous allons certainement introduire d'abord un recours gracieux et auprès du maire. Et si nous n'avons pas de réponse, nous envisageons un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nanterre. En sachant que nous avons très peu de temps. Et évidemment, le temps joue contre nous, puisqu'on a fait tout le nécessaire pour qu'on ne puisse pas prendre connaissance des documents, puisque j'ai tous les éléments qui permettent d'attester que ça fait quand même quelques temps que nous demandons des documents, etc., et qu'on nous a toujours refusé. On nous a promis, on ne nous a pas fait parvenir, et ce n'est qu'avec la consultation des permis de construire que nous avons les éléments qui nous permettent de faire le nécessaire. Toute la complexité du recours contentieux sera sur je pense qu'il portera sur la patrimonialité du lieu. Or, le lieu n'est pas classé. Mais le juge administratif, non, je le dis parce qu'on a été confronté avec ce problème avec la Poste. Le lieu n'étant pas classé, il est difficile de faire valoir des arguments patrimoniaux, et c'est aussi pour cela que les architectes des bâtiments de France ne bougent pas beaucoup, parce qu'ils n'ont aucun moyen juridique d'interdire et d'empêcher. Seul un architecte des bâtiments de France peut empêcher s'il a des textes pour le faire. Sinon lui-même est passible d'un recours. Il peut agir dans le cadre des 500 mètres. Non, mais dans le cadre d'un site classé, ça passe Là, pas. il n'est pas. Non, c'est il n'est pas directement classé. le ministre. Non, mais si on fait une instance, c'est directement le ministre. Non, moi je parle du recours contentieux. Je ne parle pas de l'instance. Je dis toute la difficulté d'un recours contentieux sur un permis de construire pour un bâtiment qui n'est pas protégé, eh bien, ça va être de prouver en quoi le permis n'est pas conforme à la loi. Or, il est conforme à la loi du patrimoine puisqu'il n'est pas classé. C'est difficile. Hein. On peut toujours dire que le projet ne respecte Il y a des... pas. Voilà, mais je ne dis pas que ce n'est pas possible. Non, mais c'est complexe. C'est complexe. C'est complexe. Vous avez la dame Agnès. Alors, Agnès Poquelin, je suis aussi vice-présidente d'Île-de-France Environnement et je suis également présidente du collectif Dieu les Princes qui s'occupe
On n'entend pas. s'attache à préserver le Il jardin. faudrait vous parler plus fort parce que ça passe pas de Alors, l'autre côté de la Agnès place. Coquelin, donc je suis vice-présidente d'Île-de-France Environnement, comme Jacques Dauphin, et également présidente d'un collectif qui cherche à préserver le jardin botanique des Serres d'Auteuil. Ce qui m'intéresse justement par rapport aux Serres d'Auteuil et par rapport à votre jardin, c'est ce que nous veut Pierre, c'est l'absence de protection, au titre des MH, au titre du patrimoine naturel. Vous avez vraiment, je pense déjà au contentieux, qui coûte cher. Paris historique, il y a un problème aussi d'objet social, donc je ne sais pas si l'aspect, je sais qu'Alexandre Guédy s'intéresse énormément au sujet, mais donc il y a une difficulté, c'est quels arguments vous allez mettre en avant, sachant que tout de suite, la partie adverse va opposer l'intérêt culturel, l'intérêt général culturel, donc l'intérêt général de défendre et de mettre en valeur aussi les collections, parce que ce qui est le patrimoine d'Albercane, c'est tant les jardins que les collections. Donc, est-ce que vous pensez, je ne sais pas, moi je réfléchis depuis 15 jours, parce que je savais avant, mais vraiment je réfléchis beaucoup à cette problématique. Est-ce qu'il y aura une possibilité, même si avec le Conseil général et Patrick Devedjian, c'est très compliqué d'arriver à obtenir, de prendre langue et cet avocat qui peut être très buté, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une porte de sortie, une conciliation pour justement que vous puissiez intervenir en tant qu'expert, en tant qu'AMJAC, pour une concertation sur les aménagements paysagers, parce que moi je trouve qu'il y a deux problèmes majeurs. C'est l'insertion urbaine du projet sur la place dans la Janus, qui est pour l'instant c'est un peu l'ectoplasme, donc on pourra peut-être améliorer cette insertion. Et deuxièmement, c'est effectivement, il y a un impact sur le jardin et sur l'esprit des jardins. Donc, est-ce qu'on peut envisager par des tierces personnes, Île-de-France Environnement, on en a discuté en bureau et on est prêt à intervenir en médiateur, si vous l'acceptez, pour essayer d'amoindrir la patte très épaisse, très grosse de Michel Deslignes, qui effectivement est plus un aménageur urbain qu'un jardinier. Et je rappelle que Courageux est aussi le jardinier paysagiste qui va mettre en valeur le jardin botanique des Serres d'Auteuil à sa façon. Donc, on est dans un esprit de paysagistes qui veulent impacter et maintenant laisser leurs traces, leurs gestes paysagistes, et non pas s'effacer. Donc, est-ce que vous pensez, voilà, il y a une question, c'est préserver le jardin, en sachant que le jardin a déjà subi des outrages il y a une vingtaine d'années, parce que le jardin japonais, moi je prenais toute petite. Nous avons choisi de ne pas en parler. Alors, nous avons décidé de ne pas en parler parce que ça reste tôt. Voilà, mais le jardin japonais a déjà été outragé. Ça, c'était un dîner en ville entre l'ambassadeur du Japon et l'ancien président du Conseil général, Charles Pasqua. Oui, tout à fait. C'était un dîner en ville, voilà. Tout à fait. Donc, ce jardin a été modifié. Donc, on va vous le ressortir, ça. Les parties adverses ont une sortie. Exactement. Donc, il y a déjà eu une modification de l'esprit des jardins. Il faudrait mieux l'aborder. Non, mais ce soir, Donc, voilà, donc, il y a tout un contexte qui risque d'amoindrir, connaissant moi déjà les difficultés sur les Serres d'Auteuil, qui a une double protection. Je vous dis, bon courage. Alors, est-ce qu'il faut y aller? Il faut le protéger, le jardin. Il faut effectivement le protéger et intervenir. Mais est-ce qu'on doit aller au contentieux, sachant la minceur des arguments, même si la charte d'Athènes, enfin, il y a toutes les chartes sur les jardins, ou bien essayer d'envisager une médiation? C'est la question qu'on se pose, nous, sachant qu'on soutient notre combat. Mais voilà. Il faut envisager, voilà, il faut évaluer les choses. Madame. Et toutes les pistes sont ouvertes. L'installation du fameux restaurant qui sera une sorte de belvédère permettra, le restaurant qui sera mis 50 couverts dans la partie supérieure, en dessous il y aura un salon de thé de 40 couverts, une salle de réunion de 100 places, un auditorium pour attirer du monde, et en bas une boutique, librairie et boutique divers, des objets, tout ça. Parce qu'il y aura des pôles culturels. Voilà.
C'est rentabiliser le lieu. Il faut dire des choses comme elles sont. Ça s'appelle rentabiliser. C'est ce que tout. dit très On bien. n'en a pas besoin. On a besoin d'un salon de thé parce que effectivement les gens aiment bien pouvoir se restaurer et en plus il y a le beau jardin, donc ce serait pas mal de pouvoir en profiter. Donc c'est pas forcément quelque chose qui a un impact normalement. Mais là on est dans une démesure sous prétexte de rentabiliser. Or ce n'est pas sûr qu'il y ait un public pour ce genre de choses. Il y a probablement un public de la part du Conseil général qui utilisera ce lieu pour ses séminaires. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut soulever. Est-ce qu'on doit se servir d'un lieu patrimonial, même s'il n'est pas classé, il est quand même patrimonial. Il est connu dans le monde entier. Donc je crois qu'il faut se servir plutôt de ça. Et l'utilisation ne va pas avec un lieu qui a cette réputation. Mais le lieu est déjà loué pour des... Et il y a le projet de l'île Seguin à côté, où il y aura tous les auditoriums possibles, on ne saura même pas comment les remplir, à mon avis d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis que le lien, et même dans votre argument, à mon sens, par rapport au recours contentieux, il faut faire le lien avec le projet de l'île Seguin, où se trouve un certain nombre de choses. Mais dans le projet de la vallée de la culture, il s'était mis dans la tête de récupérer le parc de Saint-Cloud. Oui, et là, quand même, ils se sont pris un peu dans le... Oui. Bon, et puis de toute façon, Saint-Cloud, c'est un monde ingérable, et ils ont lâché Saint-Cloud. Une chance. C'est une question concernant, sans faire parler des morts. Albert Kahn, parce que ça, je ne connais pas exactement. Est-ce qu'Albert Kahn était pour que son jardin reste figé? Et deuxième question, est-ce qu'Albert Kahn souhaitait que son jardin soit vraiment ouvert à un très grand public? C'est deux questions importantes. J'ai expliqué que ce n'était pas du tout destiné à être ouvert à un très large public. C'était un domaine privé où il recevait, dans le cadre de ses activités, etc. Voilà. Mais de toute façon, c'est un petit jardin, c'était 4 hectares. Donc on ne peut pas y faire entrer. Moi je connais très bien les jardins, j'ai la chance de beaucoup circuler sur la planète et à cause de l'ICOMOS et de l'UNESCO. Bon, je parlais tout à l'heure de Heathcote Manor. Il y a Sissinghurst aussi, qui est le grand jardin de Vita Saclay-Ouest, qui est un petit jardin, puisque c'est une plateforme médiévale qui reste dans le château médiéval. C'est comme Grenade, maintenant, quand on veut aller visiter ces jardins, on retient sa place d'avance. Point barre, on gère, les gens savent gérer le monde dans les jardins. Bon, c'est pas une nouveauté. On va en faire un second Véronique. Oui. Et combien coûte ce projet? 27 millions. Payé par la Société Générale, donc... Oui, mais c'est le département le plus riche de France. C'est le département le plus riche de France. Le moyen du département était celui de la Grèce avant que la Grèce aille mal. C'est une question sur le financement, mais s'ils ont les moyens, ils n'ont peut-être pas eu recours à financer ce projet en PPP, par exemple, en partenariat public. Non, c'est la caissette du président du Conseil général. Hein. Ils ont largement ce qu'il faut. Ah oui, là, alors là. La question ne se pose pas. Non.